Bonjour tout le monde, ici Zach Foucale et bienvenue au podcast Inspire, présenté par Living Sisu. Si t'es pas rempli à l'intérieur, à travers l'accomplissement, à travers le travail, à travers le résultat, ça devient difficile. Et je pense vraiment que ce qui est important, c'est de se rappeler au parcours, au processus, plutôt qu'au résultat en tant que tel. Peu importe qui tu es, ton sport ou ton niveau, nous avons tous une chose en commun: surmonter des moments difficiles et faire face à de l'adversité. Bienvenue au mode de vie Living Sisu, où vous ferez partie d'une communauté inspirante dans le monde sportif qui cherche à se dépasser. Salut, moi c'est Daph. Moi c'est Emna. Et bienvenue au podcast Inspire. Aujourd'hui, on a eu une conversation avec Hassoun Camara que j'aimais beaucoup lorsqu'il était joueur de l'Impact de Montréal. Je vous dirais que quand j'ai commencé ma carrière à la radio, je devais le booker souvent. Puis il nous a fait la fleur. C'était cet ambassadeur-là. Tu sais, il y avait Patrice Bernier, il y avait Hassoun Camara, puis aujourd'hui c'est devenu un peu Sam Piette qui embrasse ce rôle d'ambassadeur-là. Mais parce qu'il était c'était tellement un naturel, tu sais, il a tellement aimé jouer à Montréal, puis ça paraissait, puis en tout cas puis c'est encore le chic type que à l'époque j'avais eu l'occasion de rencontrer, pas rencontrer en vrai, en fait c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Oui, c'est vrai, parce que tu bookais au téléphone. Oui, je le bookais au téléphone. Bref, j'arrête de compter ma vie, ça va être correct, mais tu sais, on raconte beaucoup son parcours, puis tu sais, c'est un parcours qui a été vraiment atypique dans le cas d'Hassoun Camara. Il a commencé à jouer au soccer sur le tard. Fait que, tu sais, il a dû se débrouiller avant ça pour gravir les échelons rapidement, pour devenir un joueur de soccer professionnel. Puis j'ai l'impression que ça transparaît vraiment beaucoup dans la personne qui est aujourd'hui, non seulement du côté professionnel, mais du côté personnel. Puis vraiment, tu sais, c'est super inspirant de rencontrer des gens comme ça qui l'ont pas toujours eu facile. Puis il y a eu aussi beaucoup, il nous parle de l'influence de ses parents, qui leur ont montré, qui lui ont montré, mais à lui et ses frères et sœurs, de toujours devoir travailler fort dans la vie, mais aussi de toujours devoir redonner. Puis j'ai vraiment l'impression que ça transparaît, tu sais, dans ce cas Hassoun Camara. Vraiment très inspirant, puis très Sisu, là, tu sais, on parle beaucoup de qu'est-ce que Sisu veut dire, mais vraiment, tu sais, Hassoun qui arrive devant nous, puis pour vrai, j'étais captivée tout le long. Tu sais, ça se voit, maintenant, il est beaucoup conférencier là, dans son après-carrière, en plus d'être analyste à la télé, bon. Puis, mon Dieu, ça se voit, là, son expérience de conférencier, de, tu sais, pouvoir vraiment capter notre attention, puis avec ses anecdotes comme une après l'autre, que t'es comme, oh mon Dieu, j'en veux plus, j'en veux plus. Puis son anecdote sur Didier Drogba, on veut juste vous teaser. Il y a une anecdote sur le légendaire Didier Drogba à ne pas rater. Pour de vrai, on était en fin de podcast, puis on était juste là, c'est quasiment la base. Oui, c'est ça. Genre, lui, il raconte Didier Drogba, son ami. C'est quoi donc? Genre, j'étais en train de pique-niquer dans son jardin. Je sais pas trop. Dans son jardin. En tout cas, on vous tease de même. Puis aussi, on a parlé aussi beaucoup de parce que lui il est entrepreneur, en fait, puis du livre qu'il a eu la chance d'écrire. Puis il dresse, en fait, un parallèle entre les athlètes et les entrepreneurs. Pour lui, il y a beaucoup de similarités. Puis c'est quand même super intéressant, là, pour les gens à la maison qui sont entrepreneurs. Super comparaison. Puis la petite bouille que vous avez pas l'habitude de voir dans ce podcast-là, c'est Zach Foucale. Oui, un de nos big boss Living Sisu. Puis fait que Zach aussi a participé à la conversation, puis vous allez voir, vous serez pas déçus de celle-là non plus. Donc oubliez pas, justement parlant de Living Sisu, de télécharger l'application pour profiter de toutes les offres de nos partenaires, puis pour faire partie de notre belle grande communauté. Bonne écoute. Juste avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler d'aller sur livingsisu.com pour prendre avantage de tous les offres de nos partenaires et assurez-vous de ne rien manquer en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bonne écoute et on se parle plus tard. Salut Hassoun. Bonjour. Très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. On accueille aussi un invité spécial, Zach Foucale. Ben oui, Zach Foucale. Invité d'honneur. Invité d'honneur. Cofondateur de Living Sisu, cette fabuleuse communauté. Fait que Zach va intervenir je suis avec nous autres content d'être là. aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. En fait, c'est moi-même qui s'est invité. C'est toi qui as booké le studio. Je suis rentré dans le studio puis j'ai dit, garde, aujourd'hui, je participe. Ben, c'est parfait de même. On est très content de t'avoir. Comme ça, tu vas pouvoir, bon. tu sais, c'est un athlète aussi, fait qu'on va pouvoir tout le monde relate ensemble. Hassoun, je me demandais, à quel moment as-tu réalisé que tu voulais pratiquer ton sport plus que
de façon mon Dieu, j'ai envie de dire récréative. Merci, les mots me manquent parce qu'on sait que tu as commencé un petit peu plus sur le tard que beaucoup de joueurs. À quel moment tu t'es dit c'est vraiment ça que je voudrais faire dans la vie? C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. J'ai été professionnel à l'âge de 22 ans, ce qui est extrêmement tard et rare dans le monde professionnel. Mais sincèrement, j'ai l'impression d'avoir vécu le soccer depuis tout petit, en fait, à travers ce que mes parents m'ont offert, c'est-à-dire un ballon de foot et l'équipement pour jouer. Mais j'adorais regarder la télé, voir ces joueurs-là évoluer. Et puis je me suis imprégné de ça depuis tout petit. J'ai même pas souvenir en fait du premier moment où j'ai joué avec un ballon. J'ai l'impression d'avoir joué toute ma vie et c'est peut-être ça qui fait que c'est quand t'es passionné, tu fais même pas attention aux choses que tu fais. Absolument. On dit souvent que c'est des sacrifices que les athlètes font au fil des ans, mais il y en a plusieurs qui croient que c'est des choix. Est-ce que t'es de ceux-là qui croient que au fil des ans t'as fait des choix et non des sacrifices? C'est vrai que on peut le voir sous forme de sacrifice quand on n'aime pas ce qu'on fait, j'ai envie de dire. Donc la sémantique est importante. Je pense plus avoir fait un choix, comme tu le dis. Et quand on fait des choix, forcément, il y a le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est d'aller s'entraîner, c'est d'être discipliné, c'est de pas compter les heures de travail entre guillemets qu'on quand tes fait. amis ils font pas ça, tu sais. Quand mes amis étaient à Marrakech ou dans le sud de la France en vacances au mois d'août, ouais, j'étais sur le terrain ou à m'entraîner autour de la piste pour travailler mon physique. Donc c'est absolument ça. Je le voyais absolument pas comme sacrifice. Au contraire, c'était comme même une notion de plaisir de souffrir. c'est pas être maso là, mais comme tu dis, quand t'aimes ce que tu fais. Mais oui, j'aimais ça et sans avoir cette pensée de me dire un jour je serai même professionnel, c'est pas ça. J'aimais juste la discipline que je faisais, ça me faisait du bien aussi, ça m'épanouissait. Et puis j'étais pas un garçon populaire étant plus jeune, même jusqu'à l'adolescence. Et j'ai envie de dire que le soccer c'était le vecteur qui était émancipatoire pour moi. Ça veut dire que ça m'a aidé à être reconnu des autres. C'était une discipline certes, mais tu sais, quand les gens venaient te voir jouer, ils te voyaient bien jouer, ils te disaient qui c'est ce gars-là, qui est pas très beau certes, mais qui est bon au soccer. Voyons. Donc, et du coup c'est ça, ça m'a vraiment aidé à m'affirmer et à développer aussi ma personnalité, mais vraiment ouais. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Est-ce que tu as l'impression que la communauté du soccer ça a été comme ton village? Oui, aussi, je pense que c'est important de faire partie d'une communauté qui reconnaît ce que tu fais et qui te permet aussi d'évoluer. Ça veut dire que tout seul t'es rien là. Moi, je le dis pas par c'est pas une fausse humilité là, c'est vrai, c'est que faut une équipe. Ouais, il faut vraiment une équipe, faut vraiment avoir des gens autour de soi qui croient en toi aussi. Et j'ai eu énormément de chance. Alors j'ai vécu dans un milieu populaire, pas très riche, j'ai envie de dire, en région parisienne, mais à travers les structures qu'il y avait, les associations, les clubs, l'école aussi, qui m'a encadré et donné des valeurs sur lesquelles m'appuyer. C'est vraiment grâce à ça que j'ai pu voir des choses, voir des joueurs, voir des entraînements et jouer de mon soccer. Tu sais, c'est vraiment... Moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est vraiment rare. On entend self-made, mais c'est vraiment rare là, que ça arrive que quelqu'un réussit seul. Tout seul, non, c'est ça. Like, it's very, very rare. Ouais. Fait que, non, I'm with you, 100%. Puis on parle de l'entourage, mais tu sais, moi, si mon père et ma mère m'avaient pas poussé et encouragé, alors que, comme je l'ai dit, on venait d'un milieu modeste, mais on a fait des trentaines de villes et de centres de formation à toquer à la porte, à aller s'entraîner pour essayer d'intégrer ces centres de formation là. Le taux de réussite était de 0, quoi, je veux dire. Et quand tu sais que ton père est carrossier, ma mère femme de ménage, mais qui prennent le temps et la voiture, l'argent, l'investissement pour dire que à 13 ans tu vas aller à Auxerre, tu vas aller dans le sud de la France, tu vas aller à Bordeaux, tu vas aller à Marseille, tu vas aller à Lyon, tu vas faire tous ces centres-là pour essayer de les intégrer et payer des fortes sommes pour ça, entre trajet et stage, tu sais, c'est eux qui croient en toi, là. T'es pas, comme tu le dis, là, c'est pas toi tout seul, self-made, non. Oui. Ils t'ont donné les outils. Ouais, les outils et, tu sais, je pense même qu'ils croyaient plus en moi que moi-même je croyais en moi à cette période-là. Et ça, c'est très important. Tu sais, des fois,
t'as le nez collé, j'ai envie de dire, sur la feuille, mais tu le vois pas nécessairement. Quand t'es jeune, tu crois pas nécessairement ton potentiel. Tu sais, moi, je vois beaucoup, j'ai une sœur qui est une très jeune fille, puis je le vois, l'impact d'encourager rapidement un enfant, de lui dire, tu sais, c'est dès les premiers mois, là, de lui dire, vas-y, t'es capable, je vais te mettre un objet, va le chercher, puis on réduit cet impact-là, mais à quel point, toi, tes parents ont cru en toi, puis ça fait une différence. Oui, c'est sûr. On parlait de sémantique un peu plus tôt, mais c'est exactement ça. Il suffit d'un mot pour donner une incroyable confiance et des rêves à un enfant, tout comme on peut détruire ses rêves et l'empêcher de s'émanciper et devenir blessé à vie. Là, pour nous, ça peut être quelque chose d'anodin de lui dire joue pas au foot. Par exemple, si t'as une fille, tu lui dis joue pas au foot, c'est un sport de garçon. Elle va le croire. Elle va le garder. À ses 30 ans, elle va retenir cette phrase. Quand pour toi, ce sera juste quelque chose de vraiment anodin. Et à l'inverse, si tu lui dis qu'elle doit croire en elle et qu'elle a tout le potentiel pour devenir qui elle veut être et de s'accomplir, t'as envoyé un message en fait, mais qui a un pouvoir extraordinaire. Vraiment. Donc, je pense que c'est important aussi en tant qu'adulte de faire attention aux mots qu'on emploie. On a un pouvoir extraordinaire, même qu'on sous-estime, je pense, encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler. Ça m'amène à notre prochaine question. Justement, tu y as touché un petit peu. Tu parles souvent de ton père, notamment, ou en tout cas de son influence. Ma mère aussi. Ta mère aussi, notamment dans ton livre que tu as écrit sur le sport, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu trouvais de plus admirable chez ton père, chez tes parents? Je dirais que c'est la première notion et valeur qui me vient chez eux, ce serait l'humilité. L'humilité, c'est un mot qu'on peut comprendre au sens propre, mais qui est encore plus large que ça, je pense. Le fait de donner des notions importantes à ses enfants, c'est une forme d'humilité, d'apprendre et de partager des choses, même quand on a peu. Je le mets dans le registre de l'humilité aussi, de la générosité et de la solidarité certes, mais je les trouvais très humbles dans leurs propos, dans leur façon de communiquer, de nous élever aussi. Il y avait beaucoup de sagesse et j'essayais vraiment de prendre ça pour moi et d'essayer moi encore de le redonner aux autres à travers ma famille, à travers les conférences que je donne aussi. Et c'est de dire que c'est sûr qu'on peut revendiquer beaucoup de choses, notamment dans le monde du travail où on a l'impression de pas être reconnu à sa juste valeur, où on a l'impression de pas recevoir autant qu'on mériterait de recevoir. Moi, je pense que surtout, et c'est peut-être parce que je viens du monde du soccer là, mais plus t'en donnes, plus tu vas recevoir en fait. J'ai envie de dire aux gens, ne donnez pas en attendant quelque chose en retour. Faites les choses qui vous passionnent, trouvez votre voie, faites en sorte de vous sentir bien dans vos baskets, bien là où vous voulez être. Et à partir de là, je crois, c'est pas des choses extraordinaires là, mais je crois au karma dans un sens et vraiment quand t'es dans ta zone et que tu fais du bien, j'ai l'impression que il y a des choses qui vont t'arriver en bien aussi. Donc moi aussi je crois ça honnêtement, l'humilité ça va un peu dans tout ça, l'affaire du karma que tu parlais là, c'est quand t'es humble puis t'es plus selfless que je dirais en anglais. C'est pas juste, it's not just about you. Tu travailles pour les autres. Tu donnes l'information. Tu la gardes pas juste pour toi. Là. Tes parents, tu disais que ils utilisaient, même s'il y en avait pas beaucoup à donner, ils donnaient le plus possible pour, give you the best chance of success. Ça c'est l'humilité. Puis si on fait tout ça, imaginez comment on peut, amener notre société à un autre niveau, au niveau des sports, que si on est tout en train de donner l'information aux autres, essayer de s'aider le plus possible, ben là, si on est tout humble de même, imaginez à quel point on peut comme... You know what I mean? It's like free-flowing together, trying to help each other, tu sais. Mais pensez-vous que c'est les deux, vous êtes des sportifs de sport d'équipe, là, sans rien enlever au sport individuel, là, mais donc soccer et hockey, pensez-vous que le sport d'équipe vous a amené un petit peu de ces valeurs-là, justement? Hein? Moi, assurément, c'est sûr et certain. C'est sûr. Moi, comme j'ai dit, j'ai un parcours assez atypique. Je viens de Noisy-le-Sec, en région parisienne, dans le 93. Et je me suis appuyé justement sur des organisations comme l'Olympique de Noisy-le-Sec, là où j'ai joué au soccer, et qui nous fournissaient un éventail en fait de possibilités qui était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on avait des entraînements
parce qu'on pouvait pas partir en vacances, on n'avait pas les moyens de partir en vacances chaque année comme d'autres. Donc on nous offrait des stages sur lesquels jouer au soccer, certes, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on avait des cours d'éducation civique. On allait on allait à Paris Centre pour aller visiter l'Assemblée nationale, visiter des musées, rencontrer des gens, tu sais, que t'aurais jamais eu la chance de rencontrer en fait autrement. Et je trouve que c'est vraiment ces valeurs-là, d'esprit collectif aussi, qui nous font, partager des moments, tu sais, t'es, comme on l'a dit là, t'es pas tout seul dans la vie, t'es pas tout seul dans une équipe aussi. Et puis même si t'as le potentiel pour être on repart sur le terrain là, mais un joueur tout seul ne réussit à rien en fait. On a beau aduler les meilleurs joueurs, et il y a des joueurs qui font la décision dans une équipe de hockey, de soccer, il y a pas de problème, mais t'as besoin d'un collectif, t'as besoin d'une discipline, t'as besoin d'une tactique. Tu peux pas partir dans tous les sens. Et je pense que ça aide beaucoup à s'autodiscipliner aussi, et à savoir que tu dois respecter certaines valeurs qui viennent du monde du sport, pour nous en tout cas, qui vont être grandement utiles en fait dans la société. Donc moi assurément, sans le foot, je suis pas sûr de pouvoir bâtir en fait des choses que je fais aujourd'hui là. C'est sûr et certain. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que si mettons un enfant à 5, 6, 7, 8 ans, il est pas bon mettons à travailler en équipe, mais tu le mets dans une équipe de hockey, tu le mets dans une équipe de soccer, et puis c'est forcé. L'école de la vie. C'est forcé. Like, you have no choice. T'as pas le choix. Fait que si, mettons, pendant 2-3 ans, t'as de la misère à travailler en équipe, mais avec le temps, là, t'as pas le choix d'apprendre. T'as pas le choix de donner de la responsabilité à quelqu'un d'autre. T'as pas le choix de faire confiance à ton coéquipier. T'as pas le choix de travailler fort, pas pour toi, mais pour les autres, pour quelque chose qui est plus gros que toi-même. C'est ça. You know, tu dis, tu sais, faire confiance, tu sais, toi, t'es gardien de but, Zach, mais il faut au final que t'aies confiance, mettons que t'es un attaquant en ta défensive puis en ton gardien de but, de dire, OK, moi, j'ai fait ma partie du travail, mais après ça, c'est à eux de continuer à faire de la partie. C'est ça, t'as autant besoin de tes propres skills, tu sais, de ton tir de poignet quand t'es attaquant au hockey que de ton gardien de but en arrière. J'aimerais ça devoir faire des tirs de poignet. Non, mais je parlais pas de moi. One-timer, come on. On va setter ça. Un beau vidéo à Nav fait des one-timers, ça. Vous allez apprendre quoi ne pas faire. Exact. Et pour aller plus loin, je dirais même que t'as aussi besoin de l'adversaire. T'as besoin de c'est vrai, complètement. Pour te challenger et voir ce que t'as vraiment dans le ventre, tu sais. Souvent, c'est plus dans la société ou dans le monde du travail, tu sais, t'as besoin aussi d'être challengé, d'avoir un petit peu de compétition et pas te reposer sur tes acquis. Pour te dépasser. Te dépasser, exactement. Et je vais encore plus loin. T'as besoin aussi de règles. Donc, il y a des arbitres qui sont là pour manager un match, sinon ça partirait dans tous les sens. Donc, vraiment, toutes ces notions-là, du sport, tu les retrouves vraiment dans la société. Ça, tu peux les appliquer après tout ce que t'apprends dans le sport. Tu l'appliques dans ta vie de tous les jours. L'école de la vie, comme tu disais. L'école de la vie. Tu le dis, dans ton livre, tu parles beaucoup même au départ de l'influence de ton père et de ta mère. Tu dis, ta mère, en fait, t'a vraiment appris à, justement, redonner aux gens. Mais ton père t'a appris à être travaillant. Ton père, c'était quelqu'un d'extrêmement travaillant. Est-ce que ça t'a permis d'atteindre ton but au soccer? On l'a dit, t'as un parcours atypique. Est-ce que c'est ce travail acharné-là qui t'a permis de te rendre où t'as été? C'est sûr. Il me poussait depuis tout petit et vraiment à me relever, à faire des choses, à aller travailler, tu sais. Puis c'était assez, j'allais dire conflictuel, peut-être pas, mais je donnais l'impression d'être un garçon feignant en fait, tu sais, parce que c'est quoi ça veut dire ça? Feignant, ça veut dire un peu relax, paresseux. Nonchalant. Exactement, nonchalant, mais et intérieurement, je l'étais pas du tout. Je savais que j'étais pas du tout, mais c'est ce que je renvoyais en fait auprès de mon père ou d'autres, parce que tout simplement, il m'a amené à certaines disciplines hors du soccer que j'aimais pas. Moi, on me disait déjà d'aller taper et monter le lit de mon frère. J'aimais pas ça, tu sais. Ça te passionnait pas. Ouais, c'est des choses qui me passionnaient pas spécialement, et comme quoi, tu sais, il suffit de trouver sa voie, je pense, vraiment, pour montrer qu'on est vraiment travailleur, là. Tu sais, quand tu me vois écrire un livre, avoir plusieurs entreprises, faire des conférences, il sait que je chôme pas, là, tu sais. J'ai juste trouvé ma voie, en fait. J'ai juste trouvé ma voie où je m'épanouis. Et je pense que c'est important pour les enfants et les parents aussi, où des fois on se projette sur ce qu'on aimerait que son enfant fasse, alors que on n'est pas à l'écoute comme de ses besoins. On n'est pas assez à l'écoute, et peut-être que c'est pas parce qu'il n'aime pas une discipline ou faire une chose aujourd'hui
forcément feignant. Je pense que tout le monde a un potentiel, tout le monde a un talent, vraiment. Et il suffit de trouver sa voie et d'essayer de le développer à ce niveau-là. Donc, oui, c'est sûr qu'il m'a aidé beaucoup. Il m'a encouragé à travailler fort et à pas me plaindre, en fait, des choses et des circonstances de la vie. Et je ramène ça à la société actuelle où c'est vrai que, ça se voit, je suis noir, là, tu sais, j'allais développer ça, mais ce que je veux dire, c'est que à ma communauté ou à des gens, ce serait facile en fait d'arriver d'avoir toujours cette position victimaire avec les choses qui se passent. Mais au contraire, sincèrement, j'assume un double discours en fait, moi à ce niveau-là, c'est-à-dire que devant les institutions, et je serai le premier ou à la télévision, je suis le premier comme je le fais à travers mes réseaux sociaux ou à chaque fois que j'ai un micro pour dénoncer les inégalités et pas seulement auprès des Noirs, que ce soit auprès des femmes, que ce soit auprès de n'importe quelle communauté oppressée. Et en même temps, individuellement et hors des caméras, hors des lumières, je suis extrêmement exigeant avec l'individu. Ça veut dire que je cherche à dire que t'as toutes les raisons en fait d'avoir les excuses, de te dire que c'est plus dur pour toi, que oui. Mais tu dois le tourner en positif, en fait. Ça doit être une information pour toi qui te permet, en fait, d'être encore meilleur. À partir du moment où il y a d'autres qui sont arrivés, qui se développent et qui font des choses, t'as aucune raison de pas y arriver, si ce n'est de croire en toi. Et j'ai souvent une phrase que je donne en fin de conférence, que je partage avec le public souvent. Je dis, mieux vaut être la seule personne à croire en soi, plutôt que d'avoir 1000 personnes autour de toi qui te disent que t'es le meilleur, t'es la meilleure, et que paradoxalement, il y a qu'une seule personne qui n'y croit pas, c'est toi. Mais ça, c'est extrêmement important. Et je pense vraiment que c'est, peu importe les circonstances, peu importe l'environnement dans lequel on est, c'est toujours possible d'y arriver. Alors oui, des fois, faut travailler 2 fois plus dur, 3 fois plus dur, mais... C'est difficile. Ouais. C'est difficile parce que j'ai l'impression... Ben là, je vais parler pour moi, là, parce que je peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de tout le monde, mais tu sais, d'avoir, comme tu le dis, toutes les gens qui croient en toi, t'as les outils pour réussir tout, puis au final, tu te dis tout le temps, je sais pas, sentiment de l'imposteur, de te dire, mais pourquoi moi je suis là, pourquoi ils m'ont choisi moi, pourquoi, de pas savoir pourquoi t'es là, puis pourquoi toi tu fais une meilleure job que telle ou telle personne, ou tu sais, même pas ça, mais tu sais, de juste, de croire en toi, d'avoir ces outils-là. C'est une quête, en tout cas, je vais parler pour moi. C'est un challenge, c'est une quête pour moi que j'ai l'impression que c'est la quête de toute une vie. Puis souvent, mon entourage me dit, mais Daph, pourquoi? T'as tout ce dont t'as besoin pour réussir. Oui, mais je sais pas, j'y crois pas encore. Tu sais, peut-être que ça aussi, c'est le problème. Genre, je peux pas me dire que j'y crois, fondamentalement, j'y crois pas tant. Fait que, tu sais, c'est de trouver le fondamentalement qu'un jour, fondamentalement, je vais y croire, tu sais. Mais ça s'invente pas, puis ça se trouve pas au fond d'une boîte de céréales, là. Ben, c'est ça, mais peut-être, je sais pas, je fais juste demander une question à tout le monde qui est ici, mais peut-être le fait que maintenant, dans la société, tout est tellement accessible, tout est tellement facile, et t'entends des commentaires positifs de tout le monde t'aime, tout le monde t'aime, you know? Peut-être c'est ça, là. Le problème que les gens ont en dedans, peut-être que ils l'entendent tellement souvent que ça vient pas de toi. You know what I mean? Like, c'est comme t'as 150 likes sur ta photo, mais c'est tout de l'extérieur. Ça vient tout de l'extérieur, mais si ça vient pas d'en dedans, ils vont pas jouer pour toi, là, tu sais. Les gens, ils vont pas performer à ta place, ils vont pas prendre les actions à ta place. You know what I mean? Mais quand tu l'entends, oui. Maybe that's a problem. You know what I mean? C'est vrai, et tu parlais des réseaux sociaux et des likes qui vont avec, mais moi j'irais même plus loin. C'est vrai que on est dans une société qui est beaucoup dans le paraître, où c'est sûr qu'on montre beaucoup ce qu'on a et ce qu'on fait bien, mais c'est plus compliqué de montrer ses factures et, et ce qui est difficile. Le revers de la médaille sur les réseaux sociaux. Donc c'est une société qui est belle, où tout le monde va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, mais qui nous met en phase avec nos propres peurs, nos propres interrogations, notre solitude aussi parfois. Solitude, exactement. Et je suis d'accord avec toi, parce que je me retrouve en ce mot aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui pense que tout va bien pour un athlète. Tu sais, moi je travaille à la télé, donc je suis en costume, cravate, j'ai le sourire pour travailler, mais il m'arrive, c'est au moment d'éteindre les lumières où bah non, ça va pas. Je me sens pas bien et je me reconnais dans ce que tu dis. Mais
j'essaie de me raccrocher en fait au parcours et à la projection que j'ai eue plus tôt, et de me dire que il y a une notion justement qui me rattrape à chaque fois et qui me fait dire que je mérite la place que j'ai finalement, parce que tu parlais de ça, et des fois c'est même ça paraît insolent en fait de parler à la position qu'on a, on travaille à la télé, on fait des choses qu'on aime, etc. Pourquoi il se plaint, ce gars-là, il a tout ce qu'il veut dans la vie. Pourquoi elle se plaint, elle a une vie extraordinaire de ce qu'elle alors que c'est légitime. Alors t'es juste une personne qui est en quête d'accomplissement aussi et de bien-être intérieur. Et moi, j'ai envie de dire que je me rattrape au parcours, au sacrifice et au travail, en fait. Ouais, d'avoir une introspection là-dessus. Exactement. La meilleure façon d'être frustré dans sa vie, et tu parlais de sentiment d'imposteur, c'est de recevoir des choses illégitimes où t'as l'impression de le faire, mais que t'as pas assez travaillé pour ça. Et tu sais, quand tu sondes les gens on regarde OD ici, ou les réseaux sociaux en France, les téléréalités en France, j'ai des amis de la télé-réalité aussi, mais pour échanger avec eux des fois, ce qu'ils me disent, c'est que c'est les personnes les plus tristes du monde. C'est-à-dire que c'est pas l'argent, c'est pas le fait d'avoir une Rolex, c'est pas le fait de passer à la télé, de faire des choses qui paraissent d'être une personnalité une personnalité en soi. Si t'es pas rempli à l'intérieur à travers l'accomplissement, à travers le travail, à travers le résultat, ça devient difficile. Et je pense vraiment que ce qui est important, c'est de se rappeler au parcours, au processus, plutôt qu'au résultat en tant que tel. Moi, franchement, le résultat, je te dis là, je suis très très peu attaché à l'argent en tant que tel, ça m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est fame, etc. Je suis absolument pas dedans. Par contre, remets-moi un challenge, là tu me parles. Rappelle-moi au moment où j'ai commencé. On a 2 restos par exemple en France. À Paris. Rappelle-moi du début du processus où on n'avait aucune idée d'où on allait et comment, ce que ça allait donner, parce qu'il n'y avait pas de marché pour ça, on était les premiers à se lancer. Oui, ça me parle. Et de me rappeler au processus. Le cheminement. Le cheminement. Le soccer, c'est pareil. Je suis parti de Noisy-le-Sec. Je suis devenu pro à 22 ans, c'est une chose incroyable, mais je donnerais tout pour revivre en fait le processus. Pas le résultat. Pas le résultat. C'est cool le résultat, c'est spontané. Mais par contre, je suis amoureux du processus, amoureux du travail, amoureux du don de soi. Et c'est ce qui peut faire peut-être qu'on a un reflet meilleur à l'intérieur de soi et qu'on se dit je mérite finalement les choses qui arrivent. C'est juste le fruit du travail que j'ai fait. 100%. En introspection, de se dire que finalement, tu sais quoi, je l'ai pas volé cette place-là, je l'ai travaillé, puis est-ce que tu as l'impression que quand tu regardes ça, tu referais la même chose demain matin? C'est sûr qu'avec un regard extérieur, on se dit tout le temps j'aurais changé ça, ça, mais au final, ça le fait quitter aujourd'hui, puis où est-ce que t'es rendu, tu sais? Exactement. J'ai loupé plein de trucs. Et j'ai loupé énormément de choses, sincèrement. La seule différence et la seule chose qui fait que j'avance en fait, c'est que j'ai fait une chose de mieux que les choses négatives que j'ai faites. C'est tout. C'est-à-dire que je me suis trompé en entrepreneuriat, je me suis cassé la gueule sur un centre de soccer que j'ai fait ici, ça a pas marché. Y a pas de problème, je me suis relevé derrière, ça m'a permis de quoi? De donner des conférences et de parler d'entrepreneuriat. Tu vois ce que je veux dire? Et faites pas les erreurs que moi j'ai faites. C'est ça. Et je m'épanouis dans les conférences que je donne, chose qui fait que j'aurais jamais pu parler d'entrepreneuriat en fait si j'étais pas passé par cette expérience-là. C'est ça. Donc tu t'es relevé après un échec. Exactement, c'est ce que je dis, c'est que je me suis relevé une fois de plus à chaque fois. Le soccer c'est pareil, moi j'ai été au chômage en tant que joueur de soccer. C'est l'ultime honte là. Tu rentres chez toi, c'est-à-dire que j'étais entre Bastia puis l'Impact. Exactement, j'ai connu une période de chômage et ça a été une période difficile, extrêmement difficile humainement parce que j'avais un beau niveau de vie, j'avais un bel appartement, vue sur la mer en Corse, etc. C'était magnifique. Puis du jour au lendemain, tu te retrouves sans club parce que j'ai pris la décision de résilier mon contrat pour aller à l'étranger et j'ai pas trouvé de contrat finalement, ça s'est pas fait. Donc qu'est-ce que tu fais du jour au lendemain? T'as plus le même niveau de vie, t'as plus d'argent qui rentre, t'as plus rien. T'avais tes amis du soccer qui étaient là, mais la seule chose que tu connais, tu peux plus la faire. Exactement. Tu rends l'appartement, t'as plus les moyens de vivre dedans, tu rentres chez tes parents à Noisy-le-Sec, retour à la source. Tu dors dans le lit de ton petit frère parce que t'avais plus de lit pour toi, t'étais parti, etc. Belle claque. Si je peux t'arrêter, là, dans le fond, maintenant, là, de l'extérieur, là, avec ce que tu dis, là, ça serait facile pour nous de regarder Hassoun puis de dire, oh wow, he lost it all. How's he gonna do it? How's he gonna come back? Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a tout perdu. Il était là, puis là, mais qu'est-ce qui est venu dans de toi pour que
que tu changes ton processus, que maintenant, you're the person you are, t'es maintenant conférencier, tu donnes des conseils aux autres, t'es une inspiration pour beaucoup de gens, là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait ce petit comeback-là? C'est parti dedans, là? C'est quoi je pense processus-là pour toi? Je pense, à mon humble avis, c'est que depuis tout petit, en tout cas, on nous a menti sur la notion de réussite. C'est-à-dire que la réussite pour nos sociétés occidentales, c'est d'avoir la belle maison en région ou à l'extérieur, d'avoir le chien, les enfants, la belle voiture garée devant pour montrer aux gens quelle voiture on a. Une réflexion de... mais on tend à changer ça, j'ai l'impression. Ouais, mais sincèrement, je trouve qu'on ne partage pas assez la notion finalement de challenge, de ce qu'on appelle les échecs aussi. Je veux dire, t'as beaucoup de personnes qui auraient honte de dire qu'ils ont été au chômage, qu'ils ont failli faire faillite, qu'ils ont fait faillite, ou que tu sais, c'est des choses, c'est encore tabou là, c'est pesant même dans les mots en tant que tel là, tu sais, divorce ça fait mal là, tu sais, faillite ça fait mal, des échecs, c'est comme on veut pas en parler. Et alors que justement la grande peur des gens, c'est de montrer aux autres qu'ils ont une faiblesse ou qu'ils ont une certaine difficulté à un moment donné, alors que tout le monde a envie des difficultés et que ça fait partie du processus. Là encore, on parle encore de processus, mais c'est pas parce que t'es tombé à un instant T que forcément tu vas pas dans la direction que tu veux aller en fait. Plus tard, je parle de direction, je vais faire une image et une métaphore avec le GPS. Il peut t'arriver de prendre la voiture justement, de partir de chez toi pour aller au travail. D'accord? T'as un objectif, aujourd'hui je dois aller au travail, dans 30 minutes je dois être au travail. Dans 30 minutes. D'accord? Tu sors de chez toi, tu t'habilles, tu prends ta voiture, t'y vas, t'as mis le GPS. D'accord? Il dit que dans 30 minutes tu vas y arriver. Tu roules, tu prends l'autoroute, et puis à un moment donné, tu sors de l'autoroute. Par inadvertance, par déconcentration. Tu t'es trompé de route. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas arriver au travail? Non, le GPS, il va te remettre sur un autre. Le GPS va te remettre, justement. Il va recalculer. Recalculer en cours. Exactement. Changement d'itinéraire. Ouais. On va arriver, on va rebondir. Mais tu vas arriver au travail. C'est une belle analogie. Et ce que je veux dire, pour faire justement l'image de la vie, c'est que c'est des choses qui nous arrivent et qui vont nous arriver toute la vie, en fait. On va avoir des sorties de route, on va avoir des difficultés, on va connaître énormément de difficultés dans la vie, des passages à vide, des rencontres qui vont pas marcher, un travail qui va mal se passer, des obstacles, un mariage qui va pas aboutir comme on l'aurait rêvé. Ouais. Oui, mais ça veut pas dire que tu vas pas arriver en fait là où tu veux aller. Et je pense que vraiment l'important pour les gens, c'est d'avoir un objectif de vie, de se dire ok, moi j'ai qu'une vie, je veux la mener en fonction de ce que je veux faire dans ma vie. Et voilà, il y a des choses qui vont bien se passer, il y a des choses qui vont un peu moins bien se passer, mais la vie est un roman, j'ai envie de dire. T'es juste à une page spécifique qui va se tourner et le roman va continuer, tu vois. C'est bon. Donc, awesome. je suis vraiment dans ces images-là. J'essaye vraiment de donner espoir aux gens et de se dire que c'est vraiment important d'avoir du recul nécessaire sur ce que c'est que la notion d'échec. Il y a absolument pas d'échec dans la vie, avec tes expériences, des difficultés, certes, mais elles sont spontanées à partir du moment où tu crois en toi et que tu décides d'avancer. Donc, c'est vraiment c'est limite important. inquiétant si quelqu'un passe sa vie comme ça sans jamais tomber et avoir à se relever. C'est comme, est-ce comment que tu peux, tranquille. comment tu calcules tes succès? C'est ça. Like, si t'as jamais, c'est vrai c'est vrai que souvent les meilleurs succès viennent avec les échecs qui sont venus avant, tu sais. Ils sont beaucoup, on les savoure plus. J'ai l'impression, quand tu dis que tu parles du travail, que tu regardes après ça puis que tu dis, mais tout le chemin que j'ai fait pour me rendre là, c'est beaucoup plus savoureux que si ça t'a été donné un petit peu tout cru dans le Ben oui, certain. Oui, exactement. Donc c'est important vraiment, je pense, comme je disais au début, c'est qu'on nous a menti sur la notion de réussite. Mais complètement, ça part de là. Et pour moi, une personne qui essaye, qui se lance, qui croit en soi, qui tombe, qui avance, qui tombe, qui avance, c'est ça la vie là. C'est awesome. Puis tout le monde se retrouve là-dedans. Exactement. Il y a aucun... si tu te retrouves pas, c'est parce qu'il y a un méchant problème. Il va falloir s'asseoir puis parler. Mais là, attends. Mais là, moi j'ai une question là. C'est pas le halftime show? Oh, absolument. Ben voyons là. C'est le halftime
halftime show. segment. Let's do it. Halftime show. Puis je pense que Zach, tu pourrais complètement participer avec nous là. On veut, Oh my goodness. on veut apprendre à te connaître aussi, nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est drôle, je sais c'est quoi les questions, mais Ça je suis t'excite vraiment pas quand prêt. même. Je suis Ah, t'es vraiment pas pas prêt? prêt, là. Vraiment Ah, pas non. prêt. Ben, réponse ça te tente, sinon tu réfléchis. Lui, il commence, puis après ça, je vais pense. embarquer si ça me tente. Fait que c'est un concept où on pose des petites questions plus légères, hein. On Allez. sort un peu de notre pattern, puis tu nous réponds, il y a pas de mauvaise réponse, là. Puis dans le concept, c'est un peu the greatest of all times. Fait que je commence avec ton livre préféré de tous les temps. Mon livre préféré, il y en a plusieurs, mais je vais en citer un que je lis assez régulièrement. Donc c'est peut-être pas mon livre préféré en tant que tel, mais celui qui me sert le plus, je dirais que c'est les 5 accords Toltec. Et Ouais. je dis les 5 exprès parce qu'il y a le 5e qui est sorti juste avant. C'est ça, parce que moi, j'étais comme, non, c'est les 4. Ouais. Bah, t'as les 4 accords Toltec, mais t'as le 5e qui est sorti tout C'est récemment quoi le aussi. 5e? Je suis curieux. Bah, je suis en train de le lire justement en ce moment même. Ok. C'est un prof de boxe, mon ami Antonin, qui me l'a prêté la semaine dernière, et qui parle justement de cette notion de vie, la façon dont on doit vivre la vie, s'appuyer sur 4 principes. Pour pouvoir avoir du recul sur les épreuves de la vie aussi, et je trouve que c'est un bon outil, un bon livre à avoir sur sa commode avant de dormir. Donc ouais, c'est le livre que je recommanderais à beaucoup de monde. Absolument, j'ai adoré. Ben, pour moi, les livres, honnêtement, je lis énormément. Like, I read a lot. Fait que là, je suis dans le feu de l'action, là. En nommer un, c'est I- difficile. là. I'm C'est pas obligé blurred d'être out. I inspirant, can't là. see. Genre, moi, c'est Harry Potter. là. Mais là, ça fait 3-4 livres d'affilée que je lis sur le real estate. OK. Fait que là, ça fait comme d'ici les 3 dernières semaines, je fais juste lire des livres de real estate. Fait Est-ce que la que semaine tu veux nous prochaine, dire quelque chose, Zach? Hein? Real estate? Tu devrais lire des livres sur les gardiens de but ouais, mais professionnels. j'en ai tellement lu entre 15 et 22 ans, là, peut-être qu'il en reste plus. Ouais, c'est ça. Il en Fait que là, reste faut que tu plus à- changes de domaine. Non, c'est bon, c'est Ouais. bon. Mais Ah, sinon, j'essaie d'abord, d'apprendre tout plein de choses, c'est cool. J'aime complètement. aussi les biographies. Là. ouais, Oh, that's all. apprendre les histoires des vies de tout le monde, C'est c'est cool. super. Sinon, peut-être un film ou une série sportive qui vous a marqué. Tu sais, puis ça peut être le petit film de Moi, c'est The Hollywood. Last Dance, là. Ouais. C'est évident. Ah, mais c'est vraiment On a fou, tous là. été, pour de vrai, j'ai beaucoup, genre, la plupart de mes amis ne regardent pas le sport, détestent ça même, puis ils ont été accrochés à cette Mais c'est série-là. ça, Je sais c'est pas si c'est la notion, mais même pas, non, c'est même pas la notion de pandémie, c'est tout ce qui englobe, puis Ouais. c'est ça que j'essaie de dire à mes amis, que moi, dans la vie, je suis journaliste sportive parce que j'adore les histoires derrière les athlètes. Tu sais, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est de connaître l'athlète derrière ses performances, derrière, au-delà des statistiques. stats, tu sais. ouais. Comment il de- vivait de- sa vie, ben, là, en général. Hein. C'est Puis ça, je moi, pense que c'est ça les qui biographies, revient beaucoup, ben- que même les gens qui savent à peine c'est qui Michael Jordan dans la vie ont adoré Ouais. Puis on le se souvient documentaire. aussi de ce pan-là de notre vie. Là. Moi, j'ai l'impression, tu sais, je suis quand même assez jeune, fait que c'est quand même proche. On était quand même jeunes à cette époque-là, mais on se souvient. Tu sais, on Non, commence à avoir nos premiers I souvenirs. wish I was born in like 85 just so Ouais. that I could be a kid dans cette époque-là. Non, mais mettons dans la grande époque des Bulls de 96 à, tu sais, C'est ça. 96, 97, 98. Moi, je Tu sais, suis né en moi, 95, jeune, fait là, que- ouais. Ouais, moi, je suis dans 94. Fait que, tu sais, c'est comme nos premiers souvenirs, mais j'ai l'impression que peu importe, tu sais, si on a fait du sport ou pas, ou si on est accroché à ça, on peut se Ouais, retrouver c'est vrai. à un moment ou à un autre. Ouais, moi je pense vraiment, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça dépasse le sport en tant que tel. Ouais. Vraiment, c'est un exemple d'acharnement, de travail, un beau travail, et c'est dire aussi que bah le talent c'est bien, mais c'est le travail, pas tout. l'investissement que tu mets derrière, vraiment, et je trouve que c'est un exemple concret il a été au service de son talent en fait. Il a mis Ouais. le travail au service de son talent, et c'est vraiment la chose que je retiens vraiment Nice. chez lui. Donc ouais, moi Ah, j'ai c'est la adoré. première fois que je l'entends dit de même, puis c'est vrai. C'est vraiment Non, ça. non, mais- En service de son talent, C'est une that's true, légende that's qui unreal. transcende le sport. Vraiment. Ton athlète préféré? Greatest Ultimate athlete goat. ever to walk the planet. Mais en même temps, moi, c'est vraiment plus ton athlète préféré. Genre, greatest of all times, mais pour Mais toi. pour toi, Ouais. c'est Ouais. ça. Ok, Tout ouais, sport plus confondu. personne. là. Moi, c'est Zinedine Zidane, donc joueur de soccer français. Zizou. Zizou. Moi, il m'a fait rêver. Mais littéralement, en fait. Ça veut dire que c'était du soccer, là encore, mais il avait cette aisance, cette grâce sur le terrain pour moi, c'était de l'art, en fait. Je le mettais c'est un peu comme Federer au tennis. Ouais. Ça veut dire que ils ont presque poétique. ouais, ils ont quelque chose qui fait que c'est un style qui leur est propre. T'as l'impression que c'est facile pour eux alors que c'est extrêmement dur, c'est du travail, mais moi c'est vraiment ce que j'ai aimé, et c'est le joueur qui m'a marqué, et surtout avec la Coupe du Monde 98. T'es français, etc. Ouais. T'es obligé de vivre ça, donc
Zizou pour moi. Moi, ça a été plus tard en 2006, mais c'était à une époque où j'étais pas vraiment initiée au soccer. Puis c'était vraiment, j'ai été embarquée là de A à Z dans cette conquête-là, avec tout ce que ça a impliqué. On connaît le fameux coup de boule, là. Tout ce que ça a impliqué, puis c'est là que tu vois la grandeur du personnage aussi quand une petite fille à Laval, Québec, Canada se rattache à ce personnage-là que, mon Dieu, marqué. Mais moi, c'est ça, je me dis, Zidane a marqué comme la planète, tout le monde sur la planète le connaît, mais pour un petit garçon, une petite fille français racisé, ça, genre, j'essaie de penser, moi, si j'avais un modèle comme ça ici, tu sais, un Québécois qui aurait fait la même chose. Alors, regarde, moi, j'ai quelque chose à dire sur Zinedine Zidane, parce que moi, je suis italien. OK, fait que toi, moi, je me rappelle, là, comme si c'était il y a 5 secondes. Là. Fait que là, je sais pas s'il va falloir en parler plus, moi, à ça, là, mais là, ça, moi, c'est quelque chose que je respectais pas mal. Non, c'était Materazzi, non? Exactement. Fait que toi, t'étais pour Materazzi. Ben oui, ben, c'est pas grave, c'est parce qu'on a gagné cette Coupe du Monde. C'est bonne guerre, ça. C'est bon. Moi, sur ma rue à Laval, Québec, là, moi, sur ma rue, il y a nous, puis l'Italie au complet, là, comme sur ma rue. Fait que comme cette journée-là, si tu regardais pas le match, tu le savais quand même que l'Italie avait gagné. Ça a klaxonné pendant 3 jours. Nous autres, on était dans un chalet à Sainte-Marguerite, là, dans le Nord, puis on est allé acheter des télés juste pour... parce qu'on était je pense... toutes les Foucalés, c'était le Michoui des Foucalés. Puis on était, je pense, 45 pour la journée. Puis en plus, pas COVID-proof. Non, mais ça fait longtemps, là. Ouais, non, un gros événement. Ouais, puis on est allé acheter des télés, puis on est allé les ramener le lendemain. Puis, oh yeah. No, it's true, that's what we did. C'est excellent. Sinon, une performance ou, tu sais, ça peut être une remontée spectaculaire ou quelque chose, mais qui vous a marqué sportivement parlant, évidemment. Ça peut être dans vos sports respectifs ou peu importe, là. Il y en a eu plusieurs, mais alors 2 respectivement. Non, une personnelle, c'est on avait fait la finale du championnat. Non, il y en a plusieurs. En fait. Il y en a c'est qui me fait encore plus mal. Mais... tu sais, quand t'es allé à plusieurs championnats, là, puis là, c'est... Non, disons que ce qui m'a fait le plus mal, c'est la finale de la Ligue des Champions avec l'Impact de Montréal ici. Ouais. On avait fait quelque chose d'extraordinaire. On jouait contre un gros club mexicain, Club América. On a joué dans un stade mythique là-bas, le stade Azteca. Et on fait un super match en finale. On fait un match nul là-bas. On se dit c'est bon, on rentre à Montréal avec le public, 60 000 personnes au stade olympique. On peut pas perdre, c'est pas possible là. Et on remporte le trophée continental. Puis après, c'est le championnat du monde des clubs. On joue contre le Barça de Messi, etc. Et là, on est à un match de ça là, tu vois. Et on est en super posture. On se dit c'est bon. Donc on arrive au stade olympique. Stade plein à craquer. On mène 1-0 tout de suite. Le stade explose. 60 000 personnes qui crient en même temps. Pas. Tout va bien. Et puis, tu parles de remontada. On se fait égaliser et on perd des buts comme ça. On perd 4-2 à la fin. Ça a été difficile parce que, on avait fait un super parcours pendant 1 an. Et perdre à Montréal de cette façon, c'était... Si t'avais un mot pour décrire l'ambiance au stade, je sais que souvent on dit je peux pas le décrire si j'ai pas de mots, il y a pas de mots assez forts pour mettre, si t'avais un mot à mettre sur cette ambiance. Le stade olympique, sincèrement, en tant que tel, la surface, etc., c'est pas le top pour les joueurs, mais l'ambiance... quand on a attiré du monde à Montréal, c'était quelque chose. 60 000 personnes, c'est quelque chose. Le Canadien le vit pas, ça. Mais non, c'est ça. Puis c'est un stade dégueulasse, en décrépitude, moche, mais il est fatigué, etc. Mais quand tu ramènes justement de l'émotion aux gens, les gens viennent et ils étaient là pour ça. Je pense à Toronto aussi, en finale de conférence. C'était fort aussi. On avait 60 000 personnes, c'était plein. On avait gagné ici, le stade a explosé à chaque but, c'était incroyable. Ouais. Et c'est vrai que on joue pour ça, tu sais, quand t'es athlète, forcément on me dit de gagner des matchs, certes, mais t'es là pour donner de l'émotion aux gens, en fait. Ça peut être des émotions fortes en gagnant des matchs, mais même en perdant, les gens s'en rappellent 20 ans après, tu leur as procuré de l'émotion. C'est une sorte de plaisir. Souvent plus les défaites que... de plaisir à être là, avoir vécu ça, tu vois. Donc ça, c'est une responsabilité en tant que joueur, et quand tu vêtis un maillot, faut que t'aies conscience de ça. Donc quand j'essayais de jouer, en tout cas, c'était d'essayer d'être spectaculaire, de travailler fort sur le terrain. Et je suis content du retour des gens aujourd'hui, c'est qu'ils disent pas forcément que t'étais le meilleur, c'est pas ça.
ce qu'il te dit, c'est que tu donnais tout sur le terrain. Ouais. Pour moi, c'est une bonne récompense parce que plus jeune, je donnais un petit peu moins sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est ils ont remarqué que je me et quand tu t'investis et que t'as une reconnaissance des gens, c'est quelque part t'as gagné, tu vois. Ouais, complètement. Pour moi, le plus gros comeback, moi, je n'ai vécu un quand même assez cool. Là. On perdait 3-0 contre les Remparts dans les playoffs à 16 ans. Ma première année junior, dans une série 4-7. Puis quand tu perds 3-0, là, les odds fini, là, dans une série sont très basses. Puis c'est pas comme si les Remparts... Ouais, c'est ça, avec les Moussets. C'est pas comme si les Remparts, c'était des deux clics non plus. T'avais Michael Grigorenko, Duclair, t'avais Agarde, Michael Tam, Louis Domingue, puis Patrick Roy, c'était le coach. On a finalement gagné à Game 7 à Québec. Fait que c'était vraiment quelque chose de l'ultime, genre in your face. It was unbelievable. Yeah, that was one of the cool ones. Mais le match 5-0, quand les Canadiens sont revenus, j'étais là. Ah, c'est vrai? I was there for that, so that was pretty awesome. Ça, on s'en rappelle. On s'en rappelle. Ben oui, on s'en rappelle. Donc, merci. Ça, c'était le segment Halftime. Halftime, c'était un maudit halftime de 35 minutes. Bruno Mars a dansé, Janet a montré un épaule. Bref, c'est fini. Non, mais je voulais rebondir. Je m'excuse, des fois, je m'en à une bulle. T'as touché sur le sujet un petit peu à ça. Et là, je passe d'un sujet, là, vous allez rien comprendre. Mais ça m'a marqué quand tu parlais de la tribune que tu as puis que t'essaies d'en profiter au maximum pour l'utiliser pour parler d'inégalité et tout ça. Je me demandais, selon toi, c'est quoi la place que le sport a dans la lutte contre le racisme? Puis est-ce que, peut-être une sous-question, c'était plus difficile à l'époque où t'étais joueur et où tous les projecteurs sont braqués, où t'es dans un sport d'équipe en plus, donc tu peux pas trop sortir du cadre pour exprimer ces inégalités-là ou ces frustrations-là? Je pense que en tant que joueur déjà j'hésitais pas à en parler et à l'évoquer aussi. J'étais invité à pas mal d'émissions, que ce soit en France ou même ici, pour en parler. Donc c'est pas quelque chose qui me gênait en soi. Je trouvais que en fait j'ai fait récemment j'ai fait une entrevue avec Lilian Thuram, qui est un champion du monde français. On a échangé justement sur la notion de racisme, et c'est vrai que ça m'a égayé, ça m'a évoqué pas mal de choses intéressantes. Et on parlait finalement, c'est un exemple concret là, mais du président de la Fédération française de soccer qui disait que pour lui il y avait pas de racisme dans le soccer. Mon Dieu. Et quand t'écoutes ça en 2020, ça fait mal. Ouais. Quand t'écoutes ça en 2020 et qu'un président de fédération d'une fédération très importante en France te dit ça tranquillement sur un canapé en France à la télé, c'est compliqué parce que quand tu vois des cris de singe en Espagne, quand tu vois des pleurs de bananes lancées, des jets de bananes, etc., j'en reviens pas. Honnêtement, j'en reviens pas. Ou même des discussions de la fédération elle-même là qui commençait à mettre des quotas sur le nombre de joueurs noirs dans l'équipe de France. Ouais. C'est des choses qui sont sorties qui devaient pas sortir, mais qui sont sorties je savais pas ça. Et de sa propre fédération. Donc, quand t'entends ça. Tu dis, hey, Coco. Tu dis, c'est un peu compliqué. Donc, non, c'est sûr qu'il y a du racisme. Le racisme existe partout. N'est pas spécifique à une race. Je pense pas que les blancs soient plus racistes que d'autres nationalités, etc. Il y a du racisme même, entre noirs, j'ai envie de dire. C'est une réalité aussi. Et je pense vraiment que le piège, c'est justement de s'opposer les uns les autres et de se dire que c'est les méchants blancs contre les méchants noirs, etc. Je pense que tout le monde a une responsabilité et de se dire que il faut pas cliver les gens en fait. Je pense que c'est ensemble qu'on peut arriver à faire changer les choses. Et de reconnaître les choses. Les choses, c'est déjà quelque chose. C'est déjà la première étape. Reconnaissons que ça existe. C'est aussi une conversation à avoir. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour aller vers l'avant? Là, avec le hockey, si je reviens un peu à l'hockey, il y a une nouvelle Hockey Diversity Alliance qui vient d'ouvrir. Un de mes bons amis, Anthony Duclair, il fait partie dans le fond, l'organisation pour prendre des steps vers un changement positif, But selon toi, what could be the
the good steps. C'est une conversation, faut s'asseoir ensemble, en parler, like, hey, qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça, pour s'améliorer, dans le fond? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tout à faire, j'ai envie de dire, malheureusement. C'est compliqué, tu le dis. Ouais. Non, c'est sûr que c'est pas 1, 2, 3 puis ça va être fait, là, mais, c'est quand même une conversation à avoir. Une conversation, exactement. Et je pense que le piège pour moi, alors c'est sûr que chaque pays a sa spécificité. Mais le piège, justement, c'est de se séparer et d'avoir un repli communautaire qui fasse que, les Noirs doivent travailler entre eux, pour y arriver, les Blancs entre eux, les Maghrébins entre eux, les Italiens entre eux. Sincèrement, je n'adhère pas à cette société-là. C'est pas la société que moi je veux. Au contraire, c'est d'échanger, c'est d'apprendre les uns des autres, d'évoluer ensemble, de discuter, et de savoir comment, en tant que société, on peut avoir un projet concret. Et c'est pas seulement auprès des politiques, je pense que tout le monde a une part de responsabilité, même dans la sémantique. On parle beaucoup de sémantique aujourd'hui. Mais c'est important. Mais c'est important, pourquoi? Parce que je rappelle justement un point de discussion que j'avais avec Lilian Thuram, c'était que je l'ai interpellé sur le fait et je voulais savoir il était d'accord avec moi, c'est que même nous, les observateurs du soccer, du hockey ou de n'importe quel sport, je trouvais par exemple, pour lui donner un exemple concret, que c'était très difficile de trouver un joueur noir qui avait pour première qualité auprès des observateurs l'intelligence. Je trouvais que la première chose qu'on mettait toujours en avant, c'était le physique, le fait qu'il travaille fort, qu'il est rigoureux, qu'il est très on ne met jamais l'intelligence, très acharné, etc. Alors que je lui ai dit, mais cite-moi un joueur avec qui t'as joué là, milieu de terrain, un noir, pour lequel on est arrivé, on a dit sa première qualité, c'est son intelligence de jeu. Je dis que c'est des choses qu'on trouve plus facilement entre guillemets à un joueur blanc entre guillemets, et que les noirs, on est souvent rangé dans une case auprès des observateurs à être le travailleur physique, celui qui va à la tête, qui ça en dit long, c'est pernicieux, c'est subtil. C'est subtil et c'est même inconscient des fois, tu vois, où t'arrives à transposer des choses qui sont fortes. On parlait d'Ngolo Kanté, par exemple, qui est un milieu de terrain en équipe de France, qui est un joueur extraordinaire, un des meilleurs joueurs actuellement aujourd'hui. Et la première qualité qu'on lui trouve, c'est, il court vite, ce Malien, etc. Il court comme un Malien. C'est un réflexe. Il est physique, etc. Alors que sa première qualité intrinsèque, c'est son intelligence de jeu et la rapidité à laquelle il arrive à anticiper des choses, à couper des passes, à jouer vers l'avant, à donner le ballon au bon moment. C'est sa première qualité, sauf que personne n'en parle, personne ne le dit, et que on le réduit justement à ça, à ce Malien qui vient travailler parce qu'il est là, parce qu'il le fait bien, il court vite, il court longtemps. Fait qu'on a un travail à faire partout, à toutes les échelles. Partout, et c'est des exemples concrets qui font que tout le monde a une part de responsabilité. Et tu sais, le racisme, c'est un combat continu en fait. C'est un combat continu. Va falloir se battre contre ça parce que c'est rempli de préjugés justement. C'est des choses qui font qu'on est ancré et bloqué à ça. Et j'ai envie de dire, on m'a posé la question aussi au moment du mouvement Black Lives Matter. C'est de dire que j'ai envie d'être reconnu non pas en tant que noir à la télé par exemple, tu vois. Tu sais, si je suis nul, vire-moi, là, mais en tant que personne qui a pas les capacités et qui a pas le niveau pour le faire au niveau de l'élocution, au niveau de la personnalité. Si tu trouves qu'il y a une autre qui est meilleure que moi, prends-le. Mais ne me prends pas parce que je suis noir et ne m'enlève pas parce que je suis noir, en fait. C'est ça. Tu vois? Pas pour remplir des quotas, tu sais. J'ai l'impression qu'on parle de quotas. Puis des fois, moi, en tant que femme, je me le demande. Est-ce que j'étais la meilleure personne pour faire ça ou est-ce que je suis là parce que je suis une femme? Et je suis contente d'être là parce que je suis une femme, mais je veux pas être là pour ça. Après, il y a la notion de discrimination positive qu'on pourrait parler pendant une autre heure, là, mais c'est ça, on veut jamais être embauché à cause de quoi on a l'air. Et je pense même pas qu'il y ait une réponse idéale ou une meilleure réponse qu'une autre. Tu vois, tu parles de discrimination positive. Sincèrement, moi, je suis partagé sur la discrimination positive. Parce que d'un côté, je me dis, faut bien commencer quelque part. C'est ça. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Faut commencer, que ça soit au niveau des femmes, au niveau des Noirs, ou n'importe quelle communauté, racisée. Plus oppressée ou qu'on voit moins. Plus oppressée, j'ai envie de dire. Il faut commencer quelque part. Alors, s'il faut le faire sous perfusion, on commence comme ça, et puis ça ira mieux demain. Et puis en même temps, te dire, par exemple, Daphné, tu vas
tu vas être à la télé parce qu'on t'a pris parce que t'es une femme. Tu sais, quelle insulte au travail que t'as fait, au sacrifice que t'as fait. C'est comme une lame à double tranchant. Mais souvent, t'as pas envie d'y penser, mais c'est quand même là. Le back of your head, là, c'est t'essaies de faire abstraction à ça, mais tu dis, c'est compliqué, c'est vrai. C'est compliqué. Puis Zach le dit, tu sais, est-ce que ça commence par une discussion ou c'est compliqué, mais j'ai l'impression, là, en ce moment, on a une discussion puis t'amènes des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, il faut donner un point de départ, puis le fait d'avoir ces discussions-là dans les médias, tu sais, que ça soit sur la place publique, ça va nous faire avancer quand même. Ouais, je pense que c'est la discussion, le fait d'avancer ensemble, d'avoir un projet de société commun. Comme je l'ai dit, je regarde des discussions sur que ce soit sur Instagram, des lives ou à la télé, etc. Et en fait, tu sais, personne n'a la réponse en tant que telle. C'est pour ça que c'est important d'échanger, de communiquer, de voir comment on peut avoir justement ce projet. Et c'est peut-être parce que je suis français aussi, mais quand j'entends que, je te donne un exemple concret, mais que c'est important pour les Noirs de travailler ensemble, de dépenser seulement avec les communautés noires, d'avoir ce repli identitaire communautariste. Sincèrement, moi, en tant que Français, et je sais que chaque pays a sa spécificité, c'est-à-dire que le racisme aux États-Unis n'est pas le racisme au Québec et n'est pas le racisme en France. Donc, faut avoir justement ce recul. Mais moi, par rapport au vécu que j'ai eu, à l'histoire que j'ai eue en France, c'est pas le projet de société que je veux et que j'aime, en fait, tu vois. Je veux pouvoir dépenser chez un Juif comme je veux dépenser chez un Noir et m'amuser chez un Québécois. Tu sais, je veux pas vivre replié sur moi-même, et au contraire. Et je pense que c'est important d'avoir ce discours de fraternité, d'ouverture et d'apprendre aussi du passé, d'apprendre des difficultés qu'il y a eu, des graves dysfonctionnements qu'il y a eu aussi. Mais jusqu'à quand, en fait, on va avoir ce discours victimaire? Tu sais, à un moment, faut arriver à s'émanciper, à discuter, à regarder le passé pour mieux appréhender l'avenir, mais ensemble, parce que si c'est pour répéter les mêmes erreurs, moi, quand on me répète ça et qu'on me dit que c'est entre noirs qu'on doit avancer, etc. Et je comprends la discussion. C'est parce ça, que ça vient d'une frustration. Oui, quand t'es opprimé et que c'est difficile pour toi, bien sûr, c'est légitime. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure. Je comprends les angles de vue et il y a pas de problème, on peut en discuter. Personne n'a la vérité. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est comme du racisme à l'envers et la vengeance n'est, tu sais, c'est jamais bon. C'est pas la solution. C'est la revanche de cette façon et essayer de faire ce que les autres font. Je trouve que c'est encore plus grave parce que t'es déjà alerté sur les fléaux que ça a donné. Les fléaux que ça a donné, et toi tu veux reconstruire la même chose de ton côté, sous prétexte que c'est de ton côté ça va être mieux, mais non, c'est pas mieux. T'as vu ce que ça pouvait faire. Je pense que c'est idéalement les gens le feraient de façon temporaire. Exactement. Jusqu'à temps que les personnes en position d'autorité, qui sont souvent des personnes blanches, écoutent et éventuellement on a plus idéalement on n'aurait pas besoin de le faire, comme tu dis. À la fin de la journée. À la fin de la journée. Pour moi, we're all connected. You know, we're all connected. It's like nature and the ecosystem. Everybody has something to do. Everybody's connected, no matter race. We're all connected. Okay? Si on s'ouvre à l'autre, si on a un minimum d'ouverture d'esprit, si on ouvre nos cœurs, moi, tu sais, comme Martin Luther King, là, I have a dream, là, tu sais. Martin Luther. Moi, là, honnêtement, moi, je mets mes cartes sur la table, là, I want it to be irrelevant. Where you come from, who you are, what color, like, I want it to be irrelevant. Comme, il y a même pas, at some point, là, j'aimerais ça que ça soit comme. Mais c'est pas ça pour tout le monde. I understand that. But let's say we set a goal. Like, at some point it's going to be irrelevant. Well, okay, cool, let's do that. Let's work towards that. C'est ça. Idéalement, c'est ça. Non, c'est sûr. Et je rebondis sur ça, mais, tu sais, à pousser les choses, tu sais, une communauté, enfin, j'arrive de bien m'expliquer, mais, à pousser le curseur, tu sais, tu peux aller très loin et le racisme que tu vis aujourd'hui ou le ressenti de racisme que tu vis aujourd'hui, tu peux le retrouver même au sein des communautés en tant que telles. C'est-à-dire que tu dis les Noirs sont opprimés. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses à améliorer, etc. Mais souvent on dit la communauté noire, mais à l'intérieur de la communauté noire, il y a encore des communautés. C'est pas un bloc homogène. Ça veut dire qu'il y a des Haïtiens, il y a des Africains, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a et à l'intérieur de ça, tu peux retrouver exactement le même racisme que tu retrouves aujourd'hui dans la société actuelle. Et si t'as pas ce recul nécessaire pour dire, OK, bah, c'est
si on fait ça, c'est juste déplacer le problème de certaine façon et on aura exactement les mêmes problèmes à partir du moment où t'as cette pensée unique et pas cette ouverture. Bah, c'est juste mais, se tromper à soi-même. C'est se mentir à moi-même. Je pourrais être là et dire oui, bah les blancs sont méchants, etc. Ben, mais ça réglera rien. Exact. À la fin, ça va pas avancer. T'as gagné quoi? Absolument rien. T'auras un discours populiste, t'auras des gens sur Instagram, Facebook qui vont dire il a raison, c'est comme ça, etc. Tu vas secouer les murs, mais tu sais, t'as rien gagné, c'est pas vrai. Si t'as un petit peu d'auteur là-dessus, donc je pense vraiment que c'est les projets de société qui doivent amener la communication, l'échange, le partage, à sauter les barrières de discrimination, de préjugés. Et d'avoir un petit peu de sagesse. J'ai pas de solution, j'ai pas de recette miracle. Je pense que limite personne ne l'a à mon avis. Il y a des opinions, il y a des avis tranchés, il y a des certitudes chez chachun, mais c'est un processus toujours c'est travail. On revient au processus qu'on parlait il y a une heure. Non, mais c'est la discussion, de l'échange, de l'éducation aussi. Éducation. C'est par là, à mes yeux, c'est par là que ça passe. Absolument. On a beaucoup parlé de ton parcours, on a parlé de travail, on a ce travail-là aussi à faire en tant que société. Je voulais juste te ramener, on parle, t'as eu ton livre, Saisir sa chance. Ouais. Tu fais beaucoup de parallèles entre les entrepreneurs et les athlètes. Pour toi, c'est quoi ce parallèle-là? Comment t'arrives à le transposer? Puis, c'est quoi les leçons que t'as tirées au cours de ce parcours-là qui a été parsemé d'embûches parfois? Oui, bah écoute, je vais te raconter comment ça s'est passé. Déjà, j'ai écrit ce livre avec Benoît Chalifou, professeur d'université à l'UQAM, et c'est dans une discussion, on s'est vu un soir à la fin de la soirée, et il m'a interpellé, il m'a dit Hassoun, tu dois écrire un livre sur ton histoire. Je dis t'es sérieux là? Je le comprends. Moi, je le comprends. Je t'écoute puis je suis bien inspirée. Et je lisais pas trop à l'époque, etc. Et puis, tu sais, de là écrire un livre. Tu sais, je racontais ça à ma prof de français en terminale, m'aurait pas cru. Mais il m'a dit non. Il m'a dit tu dois absolument écrire un livre. Et sur la soirée, vraiment, c'est passé comme ça. À la fin de la soirée, dans la rue là, je dis ok, je vais l'écrire. Mais tu l'écris avec moi. Elle me dit, t'es sérieux là? Moi je suis prof, j'ai pas ton temps. Je dis, lui il pensait qu'il te lançait ça, là. Les deux toi écris les... Je dis, mais Benoît, tu me challenges, mais je te challenge aussi. Et justement, je trouve que, il y a peut-être une idée. Moi, je suis entrepreneur aussi. Je t'ai raconté ce que je faisais, etc. T'es professeur à l'université, tu donnes des conférences. On écrit un livre qui fait le parallèle justement entre ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur et en tant que joueur de soccer ou même plus en tant qu'athlète. Et elle me dit, si on se dit oui, on le fait. J'ai dit, franchement, j'ai aucune idée de comment on va le faire. Oui. Mais oui, ça, vraiment, je m'engage à le faire. Il m'a dit, ok, pas de problème. Le lendemain, il appelle Daniel Henkel. Daniel Henkel qui vient, qui est une bonne amie. Et qui lui dit, écoute, j'ai une maison d'édition à chercher, etc., pour écrire un livre avec Astrid Cabaret, etc., mais vous avez de l'expérience là-dessus? Non, pas du tout, mais on va le faire. Les trois qui n'ont pas d'expérience. Persévérant, exact. On est déterminés, on va y arriver. Exact. Elle lui dit, ok, pas de problème, etc. Le lendemain, elle vient, elle dit, ok, c'est bon, Benoît, j'ai une maison d'édition pour vous, allez la rencontrer, etc. Wow. Mais ça s'est passé comme ça. 2 jours, Puis, moi, je dis, attends, mais là, ça va vite et tout, c'est fou, je suis limite encore joueur, etc. Je sais pas comment je vais organiser ça, mais on y va, on fait la rencontre. Et puis, il me propose d'avoir un ghostwriter, tu vois, qui va écrire, à qui tu vas narrer ton histoire, etc. Puis au début, je dis oui, il y a pas de problème, etc. Puis j'aborde justement les différents sujets que j'ai envie d'aborder. Donc mes parents, le fait que mes parents aient quitté le Sénégal pour venir en France, nous offrir une vie meilleure, etc. Et puis à la fin de la rencontre, je me souviens encore, je lui dis franchement, non, je vais l'écrire moi-même le livre. Ah ouais. Elle me regarde, elle me dit, t'es un des seuls athlètes là qui me dit, et je lui dis, écoute, je vais l'écrire de A à Z, je vais écrire ma partie, etc. Benoît va écrire sa partie entrepreneuriale. Moi, je vais écrire ma biographie et toute l'histoire qui va avec. Elle me dit, OK, let's go. Puis là, c'est parti, hein. T'écris, tu vas justement à la rencontre de tes parents, apprendre des choses que je ne savais même pas, savoir comment il a fait pour arriver en France, ma mère aussi, ce qu'ils ont vécu, les difficultés qu'ils ont vécues, etc. C'était peut-être le projet qui m'a le plus nourri humainement. C'était incroyable. C'est des questions que tu avais peut-être jamais posées, que eux n'avaient jamais abordées. Même pas à moi-même. Et puis c'est ça, et ben je suis revenu justement sur mon parcours et puis je voyais que en effet, il y avait un rapport très important et des similitudes fortes entre ce que vivent les athlètes et les entrepreneurs, dans le sens où
quand t'es athlète, tu sais pas si l'entraîneur va te faire jouer, tu sais pas dans quel club tu vas être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Incertitudes. Ouais, tu sais pas dans quel pays tu vas être, si tu vas être pris par le coach, si tu vas signer ton contrat. Puis l'entraîneur c'est pas l'entrepreneur c'est pareil, tu sais pas si le marché va accepter ton service ou nos produits tout de suite, combien de temps ça va prendre, si tu vas être capable de payer ton loyer si t'en as un dans 6 mois, dans 1 an, etc. Et je trouvais que toutes ces incertitudes là faisaient que tu te rejoins, tu vis. Tu dois vivre l'instant T, tu dois être bon aujourd'hui pour que ça paye demain, et que au jour le jour, finalement, tu dois te remettre en question et qu'il y a absolument rien d'acquis. C'est-à-dire que tu peux avoir le plus gros chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur à l'instant T. Tu peux avoir le plus gros salaire en joueur de soccer à l'instant T. Il y a absolument rien qui garantit que dans 1 an, tu vas être au même chiffre d'affaires. Si ce n'est que tu renouvelles justement tes efforts, ton travail, ta persévérance, tout ce que tu vas mettre, tous les ingrédients que tu vas mettre pour être performant. Voilà. Atteindre la performance. Et là encore, on parle d'entrepreneurs. Les entrepreneurs font affaire avec le monde, les gens. C'est les gens qui les jugent. C'est-à-dire que c'est le marché qui te juge. C'est compliqué, hein, quand tu arrives avec un service ou un produit. Absolument. T'es jugé. Sur le terrain, c'est pareil. C'est ça. T'es là, t'as une tribune qui te regarde, t'as 60 000 personnes qui te regardent, tu peux te faire siffler parce que t'as fait une mauvaise passe ou un mauvais moment. Et comment tu vas vivre ça? Est-ce que tu vas te remettre en question? Est-ce que tu vas couler? Fait qu'il y a plein de parallèles à faire. Un goaler, il y a une lumière rouge, là. Tu fais une erreur, il y a une petite lumière rouge, tout le monde. Exact. Ouais, et je trouvais ça super. On a réussi justement à faire converger les 2 univers. Et ça a été top, une belle aventure et super bien reçu par les entrepreneurs aussi, d'avoir quelque chose qui était différent, qui venait de sportifs, mais qui leur rappelait. C'est parce qu'il y a tellement de parallèles qui sont à faire entre les deux. Qui leur rappelait justement ce qu'ils vivaient au quotidien. Et puis les sportifs aussi, dans l'idée de se reconvertir, de voir comment on peut se projeter dans l'après-carrière. Tu sais, l'après-carrière, ça fait encore plus peur que la carrière en tant que telle, parce que c'est une sorte de petite mort, entre guillemets. T'es plus footballeur, t'es plus reconnu pour ça. Entre guillemets, t'es plus rien, là. Il y a un autre jeune qui est venu, qui a pris ta place et qui a adulé à ta place. Et puis toi, t'as fait ça toute ta vie. Et tu te retrouves sur le marché du travail, comme ça. Une crise identitaire. Crise identitaire. À te demander qui t'es. Qu'est-ce que tu veux être. T'as fait que ça toute ta vie, t'as été chouchouté, on s'occupait de tes shorts, on s'occupait de tes petits slips, tes lacets, tes chaussures, t'es sponsorisé, t'as absolument rien à faire, tes papiers, mais tout est couvé de A à Z, vraiment, vraiment. Là. Puis là, tu dois faire tes impôts, tu dois faire tes taxes, tu dois faire ta... Tu te retrouves du jour au lendemain avec toi-même. Exact. Tu dois faire ta TPS TVQ, tu dois enregistrer ton entreprise si tu dois en faire une, tu dois, avec de l'argent que t'as plus, en fait, t'as plus d'entrée d'argent non plus, tu sais pas. Donc c'est vraiment compliqué. Et c'est essayer justement de l'appréhender de la meilleure des façons et de se dire que y a beaucoup de possibilités. Un autre challenge. Ouais, mais l'important là encore, comme tu l'as dit, c'est de se challenger et de se trouver la personne qu'on veut être et d'avoir une nouvelle vie en fait à ce niveau-là. That's awesome. Ouais, je pense que t'as bien réussi à ce niveau-là. C'est ça que j'allais dire, c'est like on t'a tout vu sur le terrain, mais ça de la manière que tu l'as dit, like that's an incredible story. You know, like there's a lot of value for a lot of people out there, you know. Tu sais, c'est valable pour tout le monde. Ça veut dire que pour une maman célibataire, etc., c'est les mêmes difficultés, c'est les mêmes challenges qu'elle doit affronter. Tout le monde a son lot finalement de difficultés et de revers de médaille entre guillemets. L'important, comme je l'ai dit, c'est d'avoir finalement cette philosophie et d'essayer d'avancer, de persévérer dans ce qu'on fait. Et j'ai souvent 2 anecdotes en fait que je donne à la fin des conférences, c'est que je vais en faire une qui va être plus simple et plus courte, mais j'ai joué avec Didier Drogba à l'Impact de Montréal, grand joueur, incroyable, légende du soccer vivante, etc. Il y a pas de problème. Et il m'a raconté une anecdote. J'étais chez lui aux États-Unis et on discutait dans son jardin et il me disait que même pour lui, où t'es adulé sur la terre entière, le revers de la médaille est aussi lourd que ce que les gens voient. Ouais. Et il m'a raconté une anecdote où un jour il était capitaine de son équipe nationale au soccer, donc la Côte d'Ivoire. Il s'était jamais qualifié pour la Coupe du Monde. C'est jamais arrivé avant que lui arrive dans cette équipe-là. Et puis ils vont jouer le dernier match de qualification. Ils arrivent, ils gagnent, tout se passe super bien et ils se qualifient à la dernière minute. Première fois que la Côte d'Ivoire est en Coupe du Monde. Incroyable. T'as tout le monde qui vient dans le vestiaire.
le public, les journalistes, la télé nationale, etc., qui viennent le voir, il était capitaine, et qui lui disent Didier, donne-nous tes impressions sur ta performance, le fait d'avoir fait gagner l'équipe, etc., tu vois. Donc il aurait pu facilement tirer la couverture pour lui. Sauf qu'au même moment, la Côte d'Ivoire était en guerre. Il y avait une guerre en Côte d'Ivoire, une guerre civile qui ravageait le pays, et c'était incroyable. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni tous ses coéquipiers derrière lui, dans le vestiaire, devant la douche pratiquement, et la télé nationale le filmait et disait écoutez, j'ai absolument pas envie de parler de ma personne aujourd'hui. Le seul mot que j'ai envie de vous dire, c'est déposer les armes. Il y a toute la Côte d'Ivoire qui nous regarde aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'on a été capable de faire à travers les différentes ethnies qu'on est, musulmans, chrétiens, etc. On a réussi à faire quelque chose en commun. Et aujourd'hui, moi, en tant que capitaine, je vous demande de déposer les armes. Wow. Et On ça dirait des frissons. Wow! Hey man, je sais pas j'étais où pendant ça là, but wow, like Non, mais- that's... Et c'est ça, et ça a été décrescendo. Je dis pas qu'il a arrêté la guerre, mais ce message-là a A eu un impact. un impact incroyable dans le pays, tu vois. Wow. Et je trouve que on parlait d'humilité au début de notre discussion. Ça, c'est de l'humilité. Ouais. Ce serait facile pour lui de dire, bah, je suis le meilleur joueur, je joue à Je m'en Chelsea, fous de ce qui etc. se passe, ouais. C'est grâce à moi, etc. Ouais, absolument. Il Good s'est for mis him, man. à genoux dans le vestiaire. Il a demandé à toute l'équipe de se mettre à genoux et de demander à la population d'arrêter la guerre, de déposer les armes, Wow. d'organiser des élections et d'arriver à avoir un pays qui avance ensemble. C'est là où ces joueurs-là deviennent des grands joueurs. Exactement, parce qu'ils ont cette humilité-là, Ouais. cette humilité-là de Un leader. travail et d'être un leader sans le dire en fait, tu vois, Wow. en faisant des actions. Et donc il rentre à Chelsea, parce que l'histoire n'est pas terminée. Il rentre à Chelsea, tout va bien, tout se passe super bien, il enchaîne la saison jusqu'à ce qu'il se blesse à l'avant-bras, et il se casse l'avant-bras, mais à quelques semaines de la Coupe du Monde. Donc il est déclaré forfait pour la Coupe du Monde, il peut pas la faire. Ouais. Et la Coupe du Monde, elle se faisait pour la toute première fois en Afrique du Sud. Ah oui, c'est vrai. Et c'était Sure, voilà. Et il avait mal au cœur pour ça, parce qu'il s'est battu toute sa vie pour Ouais, ça. oui. C'était son grand rêve, et puis malheureusement, il peut pas. Et puis un jour, il reçoit un appel. Il reçoit un appel d'un numéro qu'il connaît pas, et le monsieur lui dit « Hello, Didier, how are you? » Didier dit « Ça bizarre, va. en anglais. Un accent qu'il reconnaît pas trop. Il dit « Yes, I'm very good, and you? » Il dit « Who is it? » Il dit « It's your daddy. » Je dis « Mais your daddy, mon père il parle pas Non, anglais. c'est Ça ça. veut pas, that cannot be my daddy. Il c'est say, it's your daddy. After, yeah, your daddy who? He say, listen DJ, it's your daddy, Nelson Oh Mandela. mon Dieu. Je serais tombée sans connaissance. It's your daddy, Nelson Mandela. Listen, a World Cup in Africa without you, with what you did with the country and everything, is not a World Cup. I'm waiting for you in Johannesburg. Et je vais être là pour te recevoir pour la cérémonie d'ouverture, avec ce que t'as fait pour ton pays, avec le leadership que t'as eu. T'es le gars que je veux recevoir justement dans cette La Coupe du Monde-là. reconnaissance Tu ultime. vois, exactement. Et le fait justement de voir où les choses peuvent t'amener, le fait de voir qu'à travers tes actions, à travers un processus, à travers un travail, et non pas le résultat, parce que le résultat, ça aurait pu être de dire, comme il a dit, bah, j'ai gagné, je suis tout seul, je suis capitaine, c'est etc. Ça l'intéresse pas. Ben non. Ce qui l'intéresse, c'est le processus et voir comment on peut évoluer, comment on peut aider les gens, comment on peut donner sans rien attendre en retour. Comme on le disait là encore au début, quand tu donnes, tu reçois des choses encore plus extraordinaires. Ben oui. Ben Comme oui, celle-ci. complètement. Et je trouve que c'est une belle leçon justement d'humilité. C'est une histoire qui m'a marqué, que je raconte à chaque conférence à la fin. Il y a des larmes, il y a des frissons oui. et tout qui arrivent, mais c'est de dire que il y a toujours un espoir quoi qu'il arrive. Il était déclaré forfait. Une parole, parce que finalement il a fait cette Coupe du Monde à travers des mots, tu vois. Il a tout fait pour arriver à rebondir et la faire. Il l'a fait, et c'est pour dire que voilà, l'important c'est de croire en soi, de donner sans recevoir en retour, et de se dire que à partir du moment où on fait les choses bien et on essaie de faire du bien autour de soi, bah forcément on a plus de chances de recevoir en retour. Donc Ben oui. Absolument. Honnêtement, merci pour Thanis, le cette histoire-là. partage. Ça, c'est Meilleure incroyable. meilleure intro d'anecdote. J'étais chez Didier dans son jardin. Moi, je pense que ça va jamais se dire. Aux États-Unis. J'étais chez Didier Drogba Mic dans son drop. jardin à discuter. Moi, je pense que c'est la Wow, la dernière fois honnêtement, qu'on va ouais. entendre ça Non, dans mais ce je suis- On a sujet. tout fait. Pardon. Mais merci infiniment Merci d'avoir à Soun. partagé ça. Puis
t'es un être très inspirant. Ça fait 1 heure qu'on discute, puis j'en prendrais 3 autres, tu sais. À travers tout ça, là, t'as une après-carrière qui te ressemble, où est-ce que tu connais du succès, mais aussi, tu le dis, parfois des échecs. Au final, c'est quoi l'empreinte que tu veux laisser? C'est quoi l'héritage que tu as envie de laisser? Bah, je suis très inspiré par des entrepreneurs ou des conférenciers qui parlent beaucoup justement de ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il y en a un qui me marque plus que d'autres. Enfin, il y a Tony Robbins ou d'autres que je lis beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup Gary Vee aussi dans sa personnalité, même si on parle pas de la même façon, mais j'aime beaucoup sa personnalité, son énergie. Et il avait dit une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il m'a dit qu'il préparait sa mort. Et le mot mort, on a parlé de mots qui interpellent aussi, divorce, faillite, des mots qui font peur, etc. Mais le mot mort fait peur aussi, c'est vrai. Sauf que c'est un mot qui peut rendre vraiment service à beaucoup de monde et à se dire que on est finalement, faut se rappeler qu'on est de passage sur cette terre, que les choses commencent et comme tout, les choses finissent aussi. Et que c'est d'essayer de se rappeler de ça, entre guillemets, mais de façon positive et constructive pour se dire que on doit vivre l'instant présent pour essayer de faire de notre mieux et de faire du bien, entre guillemets. Et à partir du moment où t'as ce repère-là, on revient au GPS, mais t'as le GPS de ta vie, en fait, qui fait que tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Et moi, c'est un peu ça. Et j'aime bien ce qu'il avait dit, c'est il imaginait ses funérailles, en fait. Il se projetait déjà dans ses funérailles. Et ce qu'il disait, c'était de se dire, qu'est-ce que ses amis diraient de ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce que les gens ont reçu de sa part? Et on parle pas de matériel. On parle de mots. On parle d'inspiration. On parle d'action. C'est vraiment cette optique-là que j'ai. Et c'est d'essayer, finalement d'aider mon prochain, d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, de m'expérimenter sur beaucoup de domaines. J'ai écrit un livre, j'en suis extrêmement fier. J'ai joué au soccer, c'était mon rêve de jeunesse, je l'ai réalisé, j'en suis extrêmement fier. Je présente des matchs à la télé, je fais des conférences, j'ai un resto à Paris. Je veux vivre cette vie en fait comme je dois la vivre et me dire que à 80, un peu avant les funérailles, mais à 70, 90 ans, je veux pas me dire j'ai vécu la vie d'un autre en fait, ou j'ai pas vécu ce que j'aurais dû vivre. J'aurais dû essayer des regrets, pas de regrets. Parce que c'est la question qui est souvent posée en soins palliatifs ou dans les maisons de retraite, mais les gens ont beaucoup de regrets. Ils ont l'impression d'avoir vécu la vie que d'autres leur ont dictée, que ce soit des amis, les parents, tu sais, des gens qui t'aiment aussi, des gens qui t'aiment, qui veulent ton bien, mais par peur t'incitent à faire des choses que tu veux pas forcément pour toi. Et toi, tu veux pas les décevoir, donc tu vas suivre un petit peu la trace la voie qu'ils t'ont donnée. Sauf que un conseil que ton père t'aura donné à 20 ans, dans 20 ans, ça sera le premier à te dire, mais ma fille, heureusement que tu m'as pas écouté il y a 20 ans, j'étais tellement con. C'est ça. Tu vois? Oui. Et si on arrive justement à avoir ce recul-là, à se dire qu'on est libre et maître de son destin, maître de ses choix, forcément, on a plus de chances d'avoir une vie pleine et de se dire que j'ai vécu pour moi ce que j'avais à vivre et que je ne veux absolument pas avoir de regrets quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu l'adage que j'ai et c'est vraiment le message que j'ai envie d'envoyer à la jeunesse là. Vivez votre vie, écoutez les conseils, faites en sorte de vous inspirer de ce que les autres vous disent, vos parents certes, mais à la fin vous êtes responsable aussi de votre propre vie. Et le fait d'écouter des conseils ou des choses qui vous ressemblent pas, c'est la meilleure façon non seulement de pas vivre la vie que vous devez mener, mais c'est aussi la meilleure façon de détester les proches qu'on a et de se dire que c'est eux qui ont pris des décisions qu'on n'aime pas du tout. Donc là encore, communication, échanger, partage, et puis tout va aller pour les jeunes. C'est bon. Mais super inspirant, honnêtement. C'est vrai. It's awesome. Merci d'avoir été là. Je sais pas, merci Zach. On te suit sur tes réseaux sociaux, on te regarde à la télé, à TVA Sport, à la description des matchs de l'Impact de Montréal, et puis peut-être auront la chance, certains d'entre vous, d'assister à des conférences. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, un gros merci à Hassoun, Emna et Daph pour la conversation aujourd'hui. Ça a vraiment été enrichissant et inspirant pour moi personnellement. De l'information qui peut servir à tout le monde dans la vie, dans l'entrepreneuriat, l'écriture d'un livre,
Quelqu'un comme Hassoun, on est très, très chanceux de l'avoir eu aujourd'hui sur le podcast Inspire. Donc, on espère que vous avez apprécié, que vous avez eu de la valeur dans ces mots et que vous avez été sûrement aussi surpris que moi d'entendre l'histoire de Didier Drogba dans son jardin. C'est assez exceptionnel, merci. Donc, merci de faire partie de l'aventure Living Sisu. Juste avant de vous laisser partir, n'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook qui s'intitule Living Sisu Communauté. Vous allez avoir tous les événements, les photos, les nouveaux partenariats, nos blogs, etc. On ne peut pas oublier Instagram. Sur Instagram, c'est living.sisu. Allez nous suivre là-dessus. Passez une super belle journée. On espère que vous avez été inspirés par le podcast d'aujourd'hui avec Hassoun. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde.